Bonjour à tous et toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Intanilla, je suis architecte et enseignant à l'ENSAP, intervenant en première année, en master et en PFE, et donc responsable de ce projet de master 1 et 2. Bon, généralement, ces présentations se font en présentiel, mais compte tenu de la situation sanitaire, c'est par vidéo que je vais vous présenter l'offre de projet AAP en master. Donc, AAP, qui signifie Art, Architecture, Paysage, est bien un atelier de projet d'architecture. Alors, la présence dans le titre, dans l'intitulé des disciplines de l'art et du paysage n'implique pas la visée de faire un projet artistique ou un projet paysage, mais bien un projet d'architecture qui va se nourrir bien évidemment d'autres disciplines et donc de celles de l'art et du paysage, et notamment au travers des notions suivantes qui apparaissent également dans l'intitulé, à savoir le lieu, le récit et le vivant, le projet augmenté, qui vont constituer la matrice de notre enseignement. J'y reviendrai plus tard et plus en détail. Alors, cet atelier de projet reçoit 30 étudiants en atelier vertical. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier vertical? C'est un atelier qui associe à la fois des étudiants de Master 1 de S7 et des étudiants de Master 2 en S9 qui vont travailler en binôme. On aura donc 15 binômes S7 et S9 pour cet enseignement de projet. Alors, bien que très demandé dans les années précédentes, dans cet atelier, nous limitons le nombre d'étudiants à 30, tout simplement pour pouvoir vous suivre et vous accompagner correctement. Alors, l'équipe enseignante qui m'accompagne témoigne par sa composition de la philosophie pluridisciplinaire de l'offre, puisque Bernard Brunet, qui est paysagiste, mais également plasticien et urbaniste, et donc enseignant en paysage à l'ENSAP, et puis Ferran Moussa Garcia, que vous connaissez certainement, qui est architecte et ingénieur et enseignant en sciences et techniques de l'architecture, STA, à l'ENSAP également. Donc vous voyez que cette diversité, elle est en conformité, en relation, si je puis dire, avec la volonté pluridisciplinaire ou transdisciplinaire de cet enseignement de projet. Enfin, chaque année, nous invitons une personnalité qui est invité et qui est un spécialiste, si vous voulez, un expert lié au thème, à la thématique qui est donnée pour l'exercice de l'année. Donc cette année, c'est Nicolas Nerkam, qui est maître de conférence en art à l'université Bordeaux-Montaigne, qui nous accompagnera. Vous verrez, vous comprendrez ensuite la relation qu'il y a entre sa spécialité et la thématique du projet. Je vais donc maintenant vous présenter et développer mon propos, tant sur le fond que sur la forme. Le fond, c'est-à-dire l'offre pédagogique, ses orientations et ses attendus, et la forme, c'est-à-dire l'organisation, les séquences et les rythmes proposés. Alors, il y a mille et une façons de faire projet. Tout dépend où l'on place les curseurs. Vous le voyez par exemple à Bordeaux, dans l'offre de master, vous avez plusieurs propositions de projets, de séminaires et d'optionnels bien évidemment, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les projets, qui chacune vont se singulariser par leur thématique, leurs objets d'étude, leur mode pédagogique, leurs enseignants également. Et c'est ce que j'appelle les curseurs, d'où cette illustration, qui amène à mettre l'accent sur telle ou telle notion et ainsi caractérise l'enseignement proposé. Il s'agit pour moi, dans cette vidéo, de clarifier les spécificités, les singularités de l'offre AAP, afin qu'en toute conscience, vous puissiez faire votre choix. Alors, avant d'identifier ces curseurs, je fais une incise avec cette référence de Michel Foucault, qui est donc un philosophe, qui traduit assez bien ce qu'est le projet d'architecture tel que nous l'entendons à AAP. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire, qui peut être une définition extrêmement intéressante et ciblée de la façon dont nous envisageons le projet d'architecture à AAP, et c'est ce qu'il appelle les hétérotopies. Et vous comprendrez au fur et à mesure de ma présentation en quoi cette idée de rapport du concret et de l'imaginaire prend du sens. Alors, premier de ces curseurs, bien évidemment, c'est le fait d'avoir ce rapport entre art, architecture et paysage.
Alors, convoquer dans un atelier de projet d'architecture les disciplines de l'art et du paysage n'est bien sûr pas neutre et constitue un curseur important de cette offre. L'enjeu est bien d'interroger le projet d'architecture en multipliant les outils, les méthodes, les stratégies et en appréhendant de manière fine les interfaces multiples qui le lient à l'art et au paysage. Ce n'est pas un enseignement hybride, hein, mais bien l'affirmation que le projet d'architecture nécessite l'expertise du paysage, notamment sur les questions touchant au vivant ou aux temporalités, comme il nécessite l'expertise de l'art qui s'explique au monde et en questionne les certitudes venant bousculer les a priori que l'on peut avoir dans la conception du projet d'architecture. Bon, les 4 références que je vous présente là dans cette projection viennent illustrer mon propos et démontrent les relations, les croisements, les porosités qui sont présentes entre art, architecture et paysage au travers de ces travaux d'artistes et d'architectes. On retrouve les folies de Bernard Tchoumi, mises en rapport avec la Maison Rouge de Malevich ou le Carré Rouge de Gloria Friedman, qui sont donc des artistes, et puis également des architectures plus vernaculaires, comme par exemple le portail Tori, sanctuaire au Japon. Donc vous voyez que là peuvent s'affirmer et se mettre en évidence des croisements, des porosités, et c'est celle-là qui nous intéresse dans le projet AAP. Alors, un autre curseur important, c'est l'ambition donnée au projet d'architecture de gagner l'énergie du vivant. Je vais m'expliquer sur ce terme, c'est-à-dire inscrire pleinement la pensée du projet dans la réalité et dans toutes les réalités. J'aime citer en général cette phrase de Jean Nouvel qui dit « Il ne s'agit pas pour les architectes aujourd'hui d'inventer le futur, mais bien de manipuler le réel ». Et ça exprime assez bien la philosophie de l'exercice. Pour cela, nous avons 3 visées sur lesquelles nous allons vous accompagner. La première, l'idée, c'est activer plus qu'inventer. Le site, vous le verrez tout à l'heure, choisi pour le projet, sera, comme chaque année d'ailleurs, un site fort à l'identité singulière. C'est un site prétexte, un support pour expérimenter matériellement et spatialement toutes les potentialités qu'il contient déjà. Un lieu, un territoire qui porte déjà les éléments essentiels du projet qu'il s'agit de révéler par le projet d'architecture. Donc, premier temps, cette idée que le lieu, le territoire va avoir une valeur extrêmement forte dans la fabrication du projet. Deuxième visée, si je puis dire, c'est l'idée de partir du local pour raconter le global. Dans tout projet d'architecte ou d'étudiant en architecture, il y a d'abord une prise de position, vous le savez, une idée qui est à l'œuvre et qui exprime une posture. Celle-ci répond bien sûr à une situation précise, celle qui engage le projet par rapport à un territoire, un programme, mais va au-delà, en témoignant d'une certaine façon de faire avec les lieux et avec ceux qui y habitent, et plus largement, d'expliciter l'architecte ou le citoyen que vous êtes, et au-delà, le rapport au monde que vous entretenez. Troisième visée, enfin, vers une architecture responsable. Alors, je le dis d'emblée, hein, il ne s'agit pas pour nous d'appliquer des recettes estampillées écolo ou autres, ou développement durable, mais bien de penser en amont le projet d'architecture globale de manière responsable. Ces questions, vous le savez comme moi, sont aujourd'hui encore plus qu'hier incontournables. Réchauffement climatique, montée des eaux, c'est d'ailleurs un sujet auquel vous serez confrontés directement, pollution, mondialisation, gâchis des ressources et des énergies, etc., etc. Nous vous invitons donc dans une approche sensible et responsable sur la manière d'intégrer ces enjeux au projet selon 4 axes que nous mettons en évidence, à savoir l'économie de moyens, les ressources naturelles, le cycle de l'eau et la biodiversité dans le cadre bâti. Cette philosophie globale du projet AAP, elle est résumée ici dans ce texte que je vous propose de vous lire et que je vous invite à relire et à disséquer. En questionnant le faire projet au travers de l'art, de l'architecture et du paysage, cet enseignement a pour objectif de former les étudiants en architecture à une approche mêlant différents processus de conception, confrontés à différents regards et à différentes échelles de projet, en y puisant des ressources singulières et spécifiques. Le projet d'architecture sera ainsi développé en construisant une réflexion entre une thématique et un territoire, un site
des habitants et des cultures. C'est ce que nous nommons le projet augmenté. Le projet comme processus doit permettre à toutes les échelles d'offrir un cadre où l'architecture à la rencontre d'un territoire et d'une culture devient le récit d'une nouvelle aventure sociale, esthétique, politique. Au-delà d'un simple programme, le projet devient le territoire de partage et d'expérimentation. L'architecture, attentive aux urgences environnementales et sociétales, aux usages et aux besoins, invente, dessine et raconte des dispositifs spatiaux qui doivent diffuser du sens. L'architecture a bien sûr également une dimension sémiologique et est ainsi constitutive du paysage. Ou comment l'architecture et son projet peuvent se combiner à des enjeux territoriaux, écologiques et sociétaux, à des enjeux d'expression artistique, afin de proposer des réalisations à l'écoute et innovantes. C'est aujourd'hui, plus qu'hier, une impérieuse nécessité. Le situer, l'habiter, la spatialité, la matérialité et les enjeux environnementaux sont autant de vecteurs qui guident cette pensée-projet et qu'il convient de convoquer en gagnant l'énergie du vivant par la rencontre d'un site, d'un thème et d'une population, et au-delà, du lieu, du récit et du vivant. Donc voilà un petit peu la philosophie globale de cette offre de projet EAP. Je vais maintenant m'arrêter et développer deux entrées qui sont celles du lieu et du récit, qui, vous l'avez compris, sont des éléments assez majeurs et qui constituent, ce que je disais, la matrice du projet. Le lieu, donc, et le lieu au-delà du site. Le lieu, c'est plus que le site, comme l'exprime Walter de Maria, artiste américain de land art. Il nous dit, le territoire n'est pas le site de l'œuvre, il en fait partie. Le lieu où l'on fait projet, c'est déjà le projet. Un lieu, c'est une portion d'espace sujette à des appropriations singulières et à des mises en discours spécifiques. Comme je vous le disais précédemment, le lieu porte en lui toute une partie de ce que va être le projet. J'en viens donc à vous parler du territoire sur lequel nous allons travailler, le territoire du projet, dont l'enjeu sera un petit peu de faire émerger le genius loci, le génie du lieu, qui, pour reprendre l'expression de Norbert Schulz, qui va faire apparaître un certain nombre de diversités et de multiplicités dans les paramètres et les contraintes. Alors ce territoire, vous le voyez là en vue aérienne, c'est un territoire qui est un point de rencontre entre la Garonne ici et le canal latéral ici, qui prolonge le canal du Berdy, et qui est un lieu en tension avec un certain nombre de logiques, les logiques sociales, écologiques, économiques et touristiques, patrimoniales et paysagères, et il symbolise les tensions actuelles qui sont au cœur de ces territoires qui sont hors des grandes métropoles. Ce cercle rouge que vous avez ici donne un peu une indication du territoire sur lequel nous envisageons de vous faire travailler, mais qui pourra être étendu selon les argumentations et selon vos décisions. Alors, quelques images et quelques documents pour vous permettre de lire un peu mieux ce territoire. Donc, voici une vue d'un des points majeurs qui est ce fameux point de rencontre entre le canal et la Garonne, avec cette écluse ici. Vous avez sur la gauche, vous voyez au travers de cette topographie, le village de Castel-Sandort et le château de Castel-Sandort. Et puis, ce territoire paysager qui se développe de chaque côté. Voilà une autre vue qui vous permet de percevoir un petit peu mieux le développement du cadre bâti sur les côtés. Voici une vue qui nous permet de voir, avec le château qui est ici, le pont de type Eiffel qui traverse donc la Garonne. Voici l'ouvrage d'art de l'écluse, il y en a un autre qui est ici. Le canal qui se développe là, ici latéralement, puis ce paysage qui se développe après le village. Alors voilà un petit document qui va parler d'un certain nombre d'éléments qui sont présents dans ce site. Bonjour, merci de nous retrouver à Castel-Sandort. Nous sommes au château du Hamel où nous accueillent monsieur et madame Franc. Parlez-nous de ce beau château. Alors ce château fait partie des châteaux clémentins et c'est le neveu du pape Clément V, Raymond Guilhem de Goth, qui demande au roi d'Angleterre Édouard II pour construire un château. Nous sommes en 1313, 1314. Il construit son château, mais c'est la guerre de 100 ans. Donc le château va passer son temps à être français-anglais, français-anglais. Et c'est Charles du Hamel qui habitait la Saintonge, mais qui faisait partie du Parlement de Bordeaux, qui rachète le domaine au Parlement. C'est le château qui a pris le nom de la famille et pas la famille le nom du château. Et depuis, il est resté dans la famille.
Alors là, nous sommes dans la grande salle à manger. Celui qui a acheté le château, c'est Charles Duhamel qui est là. On le voit bien d'après sa perruque et son manteau d'hermine. Et à droite, c'est son grand-père Nicolas Duhamel, qui était écuyer du duc de Guise le Balafré, qui assistait à son assassinat commandé par le roi Henri III. Donc là, c'est plutôt la pièce des femmes. Et ici, nous avons une très belle vue sur la Garonne et sur le début du canal de Garonne. Ce canal, il a une importance particulière pour la commune. C'est un départ des voies navigables qui reliaient Sète en passant par Toulouse. Donc, dans les années passées, nous avions, enfin, Castel-Sandorte avait un passé économique très important par des armateurs qui s'est transformé. Maintenant, c'est une autre vision touristique. Disons, entre le 19e et le 20e siècle, enfin, début du 20e siècle, c'était la batellerie. Après, bon, il y avait au-dessus la partie terre agricole, enfin, la polyculture. Voilà, jusqu'à la fin. Après, dans les années 80, disons, la batellerie a disparu dans notre territoire. Et ce canal est resté, disons, une vingtaine d'années un peu à l'abandon. Et par le département de la Gironde, par un développement touristique, est en train de vouloir démarrer. Nous sommes sur le canal de Garonne. Ce canal, de nos jours, qu'est-ce que c'est ? Alors, il est surtout dédié à la plaisance, puisque le commerce, il n'y a plus de bateaux de commerce qui y naviguent, à part quelques péniches hôtels. Mais maintenant, c'est surtout dédié à la plaisance. Et le port de Castès est le premier ou le dernier port, suivant que l'on vienne de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Donc c'est le premier port ou le dernier port de plaisance sur le canal des deux mers. Donc vous avez la dernière écluse qui rejoint la Garonne. Voilà, tout à fait. Donc juste à la sortie du port, vous avez l'écluse 52. Et ensuite, vous avez l'écluse qui donne vraiment à Garonne, qui est une double écluse, et qui permet aux plaisanciers de pouvoir descendre sur Bordeaux et rejoindre l'Atlantique ensuite. On est pratiquement à 55 bateaux à l'année, dont une dizaine de résidents permanents sur le port. Et on a également 2 péniches hôtels qui viennent régulièrement jusqu'au port de Castès en fin de croisière. Ces touristes, ils mettent beaucoup de temps pour arriver jusqu'à la Méditerranée ? Il faut environ une quinzaine de jours en naviguant du matin au soir pour rejoindre la Méditerranée. On prend le temps de vivre. C'est ça le plaisir. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine dans Tous les chemins. Alors, vous avez bien sûr remarqué que ce territoire, il est rempli, si je puis dire, d'éléments structurants, d'éléments référents qui, bien évidemment, vont être des éléments qui vont nourrir le projet. Si je les liste avant de parler d'un phénomène très particulier qui est la montée des eaux, c'est d'abord le fleuve et le canal, alors qui sont des éléments qui mettent en place une dynamique forte, qui sont les dynamiques du site, si je puis dire, notamment avec le phénomène des marées et des courants qui sont très forts sur la Garonne. Et puis également le fait que ça soit un point de liaison entre donc, le fleuve Garonne et puis le canal latéral. Ensuite, on a la présence des ouvrages d'art, vous l'avez vu, le pont, vous le voyez sur cette photo, de type Eiffel, qui est un élément bien évidemment extrêmement structurant dans le paysage, et puis une série d'ouvrages d'art, que l'on voyait bien dans le film, des écluses, qui ont une ingénierie assez étonnante et très intéressante, et qui peuvent devenir également des éléments références de projet. On a bien évidemment le village de Castel-Sandorte et son château, qui donne la dimension patrimoniale à tout ce champ de contraintes, et enfin, bien évidemment, le paysage et sa topographie, qui marquent de manière très forte ce territoire. Et puis, un phénomène dont je voulais vous parler et qui est un élément incontournable, j'y faisais référence au tout début de ma présentation, c'est la question de la montée des eaux et de la violence, si vous voulez, de ces montées des eaux qui, certaines années, vous le voyez sur ces photos, recouvrent totalement le territoire et notamment la partie jonction, la partie relation qui disparaît totalement dans la photo de dessous. Alors, pour vous prenez conscience pleinement de ce phénomène, un autre petit document.
Alors, j'en viens maintenant à la deuxième entrée importante dans l'organisation, si vous voulez, de cet enseignement de projet, c'est la thématique du récit. Et comme le lieu allait au-delà du site, le récit va au-delà d'une simple question de programme, si vous voulez. C'est en fin de compte la construction d'une histoire en rapport au lieu et aux usages qui se confrontent à un thème. Alors, cela permet aux étudiants de réfléchir sur une problématique, une thématique, avant de basculer justement dans une programmation. Donc, cette construction que vous allez élaborer en fonction de la thématique et du lieu, bien évidemment, va vous être propre et ça va être un élément assez déclencheur de la question du projet qui, bien évidemment, à un moment donné, va déboucher sur une proposition de programmation. Alors, on retrouve un peu ça dans la logique des PFE, notamment à Bordeaux, où vous êtes amené à choisir un site et un programme comme un élément de départ de la question du PFE. On est un petit peu dans cette même logique. Alors, ce récit qui débouchera sur un programme s'appuie sur une thématique. Et chaque année, nous changeons bien évidemment de territoire et de thématique. Et cette année, la thématique qui vous est proposée, c'est les lieux de l'art et l'art du lien. Avec, comme je le disais précédemment, une personnalité invitée. Et cette année, c'est Nicolas Nerkam, qui est maître de conférence à l'UFR Art à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui viendra nous accompagner durant cette période d'enseignement de projet, sous deux formes d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure dans l'organisation. Alors, ces recherches portent sur l'étude des modernités, l'étude du phénomène de la mondialisation artistique et surtout l'étude des nouveaux rapports entre l'artistique, le politique et le social. Et c'est cette entrée qui nous intéresse et c'est pour ça que je l'ai invité cette année, parce que les questions sur lesquelles vous allez travailler sont doubles, si je puis dire. D'abord, s'interroger sur ce que sont et quels sont les lieux de l'art. Donc, les lieux de l'art, ce sont les lieux où l'on crée, les lieux d'exposition, les lieux où l'on parle d'art, où l'on débat, où l'on apprend. Et quels sont-ils? Lieux de création, lieux d'exposition et d'appropriation, lieux de discours, l'art in situ, lieux imaginaires. Donc, s'interroger sur ces lieux. Et ensuite, s'interroger sur la question du lien que l'art va entretenir et comment l'art peut être un médium, en fin de compte, un élément qui peut créer une relation avec une société vivante, avec les habitants notamment. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans le cadre de leurs activités de création, nombreux sont les artistes aujourd'hui, artistes contemporains, qui sollicitent volontairement les habitants d'une collectivité, les membres d'une communauté culturelle, les professionnels d'un équipement de quartier ou d'un village, les usagers d'un lieu de vie sociale. Ils revisitent donc les modalités de travail et les liens qui se tissent entre artistes, habitants, professionnels du secteur social et de l'art. Donc, les questions qu'on va se poser, que vous allez vous poser par rapport à ça, c'est comment les projets d'artistes participent à la construction de partage de regards et de pensée au sein d'une collectivité, quelles peuvent être les prétentions, les moyens de l'art pour participer à la construction de la citoyenneté. Et ces sollicitations croisées interrogent fondamentalement les places de chacune des parties, artistes, habitants, partenaires sociaux, lieux d'art contemporain et les relations qui s'y tissent. Donc, vous voyez que cette thématique est un point de départ sur lequel nous vous inviterons à réfléchir, à vous questionner,
à enquêter également d'une certaine façon pour, en dernier lieu, déboucher sur une programmation qui sera bien évidemment ciblée, située par rapport au contexte de Castes Andorre. Alors, je vais maintenant revenir un petit peu sur tout ça et vous donner le mode d'organisation de cet enseignement de projet qui prend comme sous-titre le projet augmenté. Il est augmenté par le fait que nous allons aborder successivement un certain nombre de thématiques, notamment la question du lieu et du récit, et ensuite celle du projet, même si la question du projet est d'emblée posée. Donc revenons sur les grandes entrées, c'est-à-dire expérience du lieu comme autopsie du réel, le programme comme récit du projet entre fiction et réalité, et enfin gagner l'énergie du vivant par une démarche environnementale. Alors, le temps du projet, si vous voulez, il est découpé en 3 grandes phases, 3 séquences, et la dernière étant également découpée en 3. Alors, vous avez ici un tableau qui vous permet de visualiser ces différentes séquences avec des couleurs différentes. Donc, nous démarrons par 3 conférences introductives sur notre regard, qui vont être une espèce de préparation au projet et au questionnement du projet. Donc, j'en fais une au début, Bernard Brunet, paysagiste, en fera une également, et Nicolas Nerkam en fera une sur justement la thématique du projet de cette année. Puis, dans un second temps, c'est la phase du lieu qui va être entamée d'abord par un workshop, qui est un workshop partagé avec les étudiants en paysage en S7, qui sont des étudiants de Bernard Brunet, et où là, vous allez travailler en direction d'un appel à idées sur le thème des figures du lien, bien évidemment sur le site de Castes Andorre. Donc 3 journées, d'abord une journée d'immersion dans le site, puis une journée de travail en atelier, et enfin une journée de restitution, où vous serez regroupés avec donc un binôme d'étudiants en architecture et un binôme d'étudiants en paysage. Ensuite, on arrive aux 3 grandes séquences, celle du lieu, où c'est Bernard Brunet qui m'accompagnera, puis celle du récit avec Nicolas Nerkam qui reviendra nous voir, et enfin la phase de mise en œuvre du projet de manière plus précise avec Ferran Youssa Garcia, qui m'accompagnera pour cette dernière phase pour nous amener jusqu'au rendu final. Donc vous voyez que l'organisation calendaire, si je puis dire, du projet est successive, progressive, et revient justement à cette idée d'augmentation du projet, où de thématique en thématique, de notion en notion, on vient enrichir, complexifier la fabrication du projet, qui démarre dès les premières conférences pour se terminer jusqu'au rendu final. Alors, pour illustrer un petit peu et pour vous donner un peu donner corps à ce qui se produit, si vous voulez, dans cet atelier AAP, je mettrai à votre disposition à la médiathèque les 4 précédentes années, où vous le voyez, on avait à chaque fois un territoire très fort, très singulier, et puis une thématique. En 2017, nous étions à Mortagne-sur-Gironde avec la thématique du tourisme durable. Puis en 2018, les ports de Gujan-Mestras sur le thème de l'école ouverte, où d'ailleurs c'était François Dubé qui était venu comme personnalité invitée. C'est un grand spécialiste de ces questions. 2019-2020, nous étions à Lacanau, avec justement la problématique de montée des eaux qui était extrêmement prégnante, et sur le thème de la recherche de liens entre les générations. Et enfin, cette année, donc l'année dernière, nous étions à Cadillac, avec le thème de la culture pour tous. Donc vous pourrez visualiser ces documents à la médiathèque. Donc, pour vous donner juste un aperçu de type de projet, de type de rendu, un petit peu de ce qui se produit dans les ateliers. Alors, 2 planches, simplement, vous en verrez le détail dans les documents, qui montrent quoi qui montrent surtout la pluralité des réponses, la diversité des réponses et des prises de position,
qui est un marqueur, si vous voulez, qui me semble extrêmement important, c'est que comme vous êtes amené en binôme à porter une réflexion très fondée à la fois sur la thématique et sur votre regard sur le lieu, vous vous engagez dans des positions qui sont au final très personnelles, que nous accompagnons et qui sont exprimées par cette diversité, cette richesse de propositions qu'on pourrait voir également sur cette deuxième planche. J'en arrive donc au terme de cette présentation qui, j'espère, vous aura éclairé sur l'offre AAP, sur ses attendus, sur l'ambition que nous mettons dans cet enseignement et les attendus que nous avons envers vous. Alors, juste une précision, compte tenu du nombre important de candidats que nous avons chaque année, nous sommes obligés d'établir une sélection. Donc, je vous invite, pour ceux qui auraient déjà une idée assez précise pour vouloir venir dans cet enseignement, de m'envoyer un mail à l'adresse que vous voyez apparaître, d.quintanilla@bordeaux.archi.fr, pour exprimer votre motivation. Voilà. Et je pense que va être organisée par l'administration une journée Zoom, je crois, où vous pourrez poser des questions complémentaires. Si vous ne pouvez pas assister à cette journée Zoom, écoutez, vous m'envoyez un mail à la même adresse et je répondrai bien évidemment à vos questions. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis écoutez, maintenant faites votre choix en connaissance de cause.